Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. L'actualité reste dominée par l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En RDC, l'on chante la victoire diplomatique sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des déclarations, des marches sont faites pour soutenir l'accord. Et aux États-Unis, le président Donald Trump a nommé le général Dan Kane comme directeur du mécanisme opérationnel de neutralisation définitive des FDLR et du désengagement des groupes armés non étatiques sur le sol congolais. Analyse critique et commentaires, c'est tout de suite. L'actualité, c'est aussi la fin de l'année scolaire 2024-2025. Plusieurs écoles ont clôturé l'année le 2 juillet. Les autres écoles en retard le feront le 5 juillet prochain. Comment évalue-t-on les niveaux de l'enseignement en RDC? Quelles sont les faiblesses enregistrées? Quelles sont les prouesses réalisées? Y a-t-il lieu de projeter l'avenir? On en parle tout de suite dans notre émission. Voilà tout pour les titres, vos commentaires, suggestions, critiques et analyses nous intéressent. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous allons travailler, en parler et en discuter avec nos invités sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission. Voilà. Merci et bienvenue dans votre émission, mesdames, messieurs. C'est autour de l'info de ce jeudi 3 juillet 2025. Nous sommes déjà là avec nos invités et sur le plateau, nous avons deux grands sujets. Il y a d'abord ce sujet de la clôture de l'année scolaire 2024-2025. Nous allons faire l'évaluation avec nos invités. Nous allons voir quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, mais aussi quelles sont les perspectives. Est-ce qu'il y a lieu de voir l'éducation nationale renaître en République démocratique du Congo, la qualité de la formation, et puis tout ce qu'il y a comme problème dans les secteurs. Nous allons en parler tout de suite dans l'émission. Et il y a cette signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous le savez, même le mardi, nous avons évoqué, mais aujourd'hui, nous évoquons l'après signature. On a signé l'accord. Qu'est-ce qui reste à faire? Qui doit faire quoi? Comment doit-on se prendre pour pouvoir voir se concrétiser tout ce qui est dit dans l'accord? Voilà les deux grands sujets. Mais avant de commencer, j'ai dit d'abord bonjour à mes invités. Je commence par ma droite, ma gauche, avec les professeurs d'Aïe Saleh. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Et honorable Clophas Nyembwe Nyerere, bonjour. Bonjour Monsieur Gustave, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC2, surtout à l'équipe technique, à ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en remercie grandement parce que ça fait plus de 3 semaines que je n'étais pas avec vous. D'accord. Je suis revenu. D'accord. Marie-Claire Moutanda, présidente de la nouvelle dynamique Lumumba, actrice sociale. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, sans plus tarder, d'abord les biscuits. Hein. On a instauré un système qu'il faut d'abord quelques biscuits avant d'entrer dans les vifs de nos sujets. Je demande que la réalisation nous balance un élément et puis on va revenir sur la CPI.
Ces pays, le M23, soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers de personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le nord Kivu et le sud Kivu. Voilà. Professeur Dadi Saleh, vous avez suivi les procureurs de la Cour pénale internationale qui reconnaît tous les crimes commis par les agresseurs, les rebelles AFC M23. Est-ce qu'on peut s'attendre, lorsque la CPI a déjà toute la situation à main, toutes les exactions, tous les crimes commis, on peut s'attendre un jour à l'arrestation, à la CPI de tous les commanditaires, mais aussi tous les auteurs de ces crimes? Je pense que je félicite d'abord la procédure, et exactement avec la CPI, mais je pense que la première procédure devait être avec la République démocratique du Congo, avec nos juridictions, qui avaient déjà commencé pratiquement avec le ministre d'État, l'ancien ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba. J'espère que ça va se poursuivre. Oui, mais ici, le vice-ministre a demandé que ça se poursuive. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui s'arrête. Il n'y a pas de problème. Je pense ici, le vrai problème pour moi, c'est que nous avons plus de 15 millions de morts déjà et qu'il n'y a aucune vraie procédure et grande procédure qui est en cours. Là, effectivement, nous comprenons qu'avec un peu cette guerre récente, exactement, c'est encore chaud que la CPI s'est saisie de ça. Nous ne pouvons être que contents, mais je pense que la CPI devait se saisir de ces génocides. Là, nous parlons de génocostes. Génocide sur fond vraiment économique, plus de 15 millions de morts. Donc je suis d'accord, mais c'est trop peu pour moi. Et que surtout que l'auteur, le vrai auteur n'est pas accusé. Parce que j'ai dit à plusieurs reprises, j'ai défendu cette thèse depuis très longtemps. C'est là où j'ai dit qu'il faut que la République démocratique du Congo travaille très sérieusement sur le problème des fonds de communication. Il n'existe pas de 1,23 dans le vrai sens du mot. Il n'existe que le Rwanda, ça va, et les néocolonialistes et certaines entreprises, effectivement, des néocolonialistes qui font ces exactions. Quand on parle du 1,23, c'est qui? Non, non, c'est pas Nanga, c'est pas Bissi, moi, absolument pas. Donc pour moi, on ne trouve pas, la bonne personne n'est pas accusée. Parce que et la bonne personne, c'est qui? C'est les Rwandais, plus principalement, avec les néocolonialistes où nous avons Airport, ça va? Nous avons effectivement pas mal d'entreprises, mais on a peur effectivement de le pointer d'une façon claire. C'est une faiblesse. Vous voulez qu'on condamne Bissi, moi? Ben ça change quoi aux Rwandais? Si Bissi moi tombe à la CPI, vous voulez qu'on condamne Nanga? Oui, ça change quoi chez Kagame? C'est encore une autre petite tête qui va tomber. Non, c'est Kagame
avec le Rwanda, ça va comme pays, comme nation, avec l'Ouganda comme pays, comme nation, et les néocolonialistes, je venais de citer Airport et d'autres entreprises qui facilitent la mort, effectivement, qui injectent de l'argent pour qu'il y ait mort. Donc je pense que là, c'est un peu un procès déjà mal parti pour moi, qui est bon, je suis d'accord, mais c'est un peu comme si on doit réclamer 100, mais là, nous sommes en train de réclamer 10. Voilà les malheurs, effectivement, des Congolais. Je suis content qu'on réclame 10, mais on devait réclamer 100. Mais lorsqu'il y a déjà un début des solutions, on ne peut qu'acclamer. Mais depuis 1960, on a des débuts de solutions, oui, vous savez. Mais au moins, cette fois-ci, je peux le dire, je ne défends rien, mais je dis, lorsqu'il y a déjà un début, vous voyez, même avant-hier, le président de la République a présidé une cérémonie au niveau du centre culturel sur justement Génocoste. Non, je ne suis pas d'accord avec cette approche. La réparation des victimes du Génocoste est un devoir de justice. Non, donc c'est un devoir et on s'y met. C'est pas par des paroles. Je pense que les gens ne comprennent pas c'est quoi la gestion de la cité. La gestion de la cité ne dépend pas d'une année ou bien de 5 ans. Ça va, de quand quelqu'un prend le pouvoir. C'est depuis des années et des années. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème du Congolais, c'est qu'on veut individualiser. Je ne parle pas du président Félix Tshisekedi. Je parle de faits. Où nous devions réqualifier les choses en essayant d'avoir des vrais résultats. Non, je ne parle pas de Félix Tshisekedi. Donc vous estimez, je parle de la globalité de la situation. Vous pensez qu'on ne va pas évoquer les autres situations? Non, ce n'est pas évoqué. Non, je ne dis pas on ne va pas évoquer pour ces procès. Je suis en train de dire, je connais ces procès-là. Je viens d'échanger avec un avocat congolais qui suit ces procès. Donc quand je viens à la télé, je vous ai dit, je suis outillé. Ça va? Quand on accuse, on n'accuse pas sur toutes les causes du monde, n'est-ce pas? Il y a des points précis. Ces cas précis, il n'y a pas accusation sur les génocostes. Allez vérifier. C'est un cas précis par rapport au M23, quand le M23 est entré et effectivement à Goma, à Bukavu, effectivement. Et c'est bon, je suis d'accord. C'est un cas assez précis. Ce n'est pas un cas global. D'accord. Merci, professeur. Alors, Marie-Claire, comment vous avez suivi les procureurs de la CPI? Quelle est votre appréhension? Oui, une très bonne appréhension. Très bonne appréhension parce que... comme nous avons discuté plusieurs fois ici, on ne peut pas parler de la paix durable et réelle sans justice. C'est impossible. Alors, il faut considérer ici qu'il n'y a pas qu'un seul mécanisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand on parlera de l'accord, peut-être que vous viendrez là-dessus, des Congolais qui pensent que l'accord n'est pas très solide. J'ai écouté encore mon grand frère Mukwege qui se plaint très, avec des points fondamentaux, bien pertinents, que l'accord laisse beaucoup de points à désirer. Mais ici, il faut voir qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes parallèles à cela. Nous avons la Cour pénale internationale qui va beaucoup juger par rapport aux crimes commis au moment de l'agression, parce que ça, ce sont des crimes qui sont déjà évidencés, qui ont déjà comment on dit, des faits. Hein? Et c'est déjà comme il a listé des faits, il a parlé par exemple de, comment on dit encore, du viol des enfants. Chaque 30 minutes, un enfant est violé. Ça, ce sont des crimes de genre et des crimes contre l'humanité qui nécessitent qu'il y ait, comment on dit, que justice soit faite, que justice soit prononcée. Mais n'oublions pas qu'ici, il y a aussi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a prononcé le jeudi dernier, exactement il y a une semaine, à Arusha, un arrêt, un avis prononcé sur un cours qui a été soumis par la République démocratique du Congo, ici où nous attaquons, où nous accusons directement le Rwanda, et que la Cour s'est prononcée compétente, et s'est prononcée aussi sur notre chef d'accusation que ce chef est recevable. Donc ça, c'est encore un autre mécanisme qui va devoir suivre. Est-ce que le Rwanda va plier? Est-ce que le Rwanda va plier? Avant de terminer, il faut considérer qu'il y a à ce moment-ci, déjà depuis il y a 2 mois, que le pays a relancé la discussion autour de l'appropriation
du Génocoste avec Fonarev, et que même, je crois que c'est jusque hier, il y a eu le forum se poursuit jusqu'au 4. Voilà. Alors, ce forum, c'est aussi un autre mécanisme, parce que vous allez voir que là-dedans, on parle de la justice transitionnelle. Donc, il y aura des justices à des différentes venues, un peu pour rassurer mon frère qu'il a raison, ce qu'il pose, c'est fondamental. Et donc, l'accord ne va pas bloquer, l'accord ne va pas bloquer la justice. Hein. Non, non, non. L'accord ne bloquera pas la justice, parce que la justice est dans l'accord. Seulement, il faudra comprendre ici que l'accord, ce n'est pas un prononcé de justice. C'est un accord de paix entre deux pays, mais qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes pour pouvoir arriver à la justice. D'accord. Honorable Clophas Nyamonyerere, député provincial honoraire du Kasaï oriental et politologue. Comme politologue, comment vous appréhendez cette adresse du procureur de la CPI? Merci beaucoup, Gustave. Je voudrais dire que c'est un pas. Un pas, et nous devons nous en féliciter parce que ça fait longtemps qu'il y a eu des tueries à l'Est et qu'aujourd'hui la CPI puisse parler ouvertement qu'il y a tuerie à l'Est, c'est un pas. Donc nous devons nous frotter les mains, nous devons dire qu'enfin les choses commencent à bien avancer. Je voudrais aussi dire que, comme Madame vous a dit, nous n'avons pas à nous inquiéter parce que l'extrait que vous nous avez balancé, ce n'est qu'une partie de l'introduction du discours du procureur. Et que dans une introduction, il ne devrait pas tout dire. Mais je sais néanmoins que quand on va ouvrir les dossiers, plusieurs personnalités seront indexées. Parce que comme vous le savez, les auteurs sont à différents niveaux. C'est ce que je voudrais dire pour apaiser le professeur qui est à ma droite. Il y a des auteurs physiques et il y a des auteurs directs, il y a des auteurs indirects. Et je crois que ici, quand on va ouvrir les dossiers, on pourra voir qui a contribué avec quoi dans ce qui est arrivé à l'est de la République démocratique du Congo, où on a tué des Congolais comme des mouches. Et que ici, c'est un progrès dans le sens que la République est en train d'avancer. C'est comme Madame vous a dit tout à l'heure, qu'au niveau de la justice africaine, nous avons encore gagné la semaine passée. Maintenant, au niveau de la communauté, la justice internationale, nous venons en fait de gagner encore de nouveau. Donc, nous sommes en train de partir de victoire en victoire. Après les premières condamnations que vous connaissez tous, après la signature de l'accord, et enfin maintenant, ce sont des condamnations plutôt judiciaires qui s'annoncent. Donc, cette ouverture de plusieurs dossiers à plusieurs niveaux, je crois que ça pourra amener la RDC à retrouver la paix. Mais néanmoins, M. Gustave, si vous me permettez, je dirais comme le professeur que depuis un temps, la justice avait déjà amorcé une démarche pour contraindre certaines personnalités citées dans ce qui arrive à l'est de la République. Ici, je fais allusion à M. Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui a été cité par le chef de l'État, qui par après, la justice avait demandé qu'on puisse lever ses immunités parlementaires comme sénateur à vie, et ça a été fait. Mais nous constatons que depuis un temps, c'est comme si on a dit arrêter cette démarche-là. Qui a dit qu'on arrête la démarche et pourquoi on avait ouvert la démarche? Moi, je crois que le ministre de la Justice, qui fait l'intérim du titulaire qui a des petits problèmes, va se mettre sur le dossier pour demander au procureur d'actionner la machine. Ils étaient prêts à avancer, mais depuis un temps là, on a levé les immunités et on a commencé à tâtonner. Non, nous n'en avons pas besoin. Nous voulons voir la justice aller avec les dossiers de toute personne impliquée jusqu'à la fin. Et puis je termine par dire, dans le discours du chef de l'État adressé à la nation lors de la célébration de la journée de l'indépendance, il a dit ceci, il a dit que nous acceptons bien sûr de négocier, nous pouvons tout faire, mais néanmoins,
la justice va faire son travail. Tous ceux qui ont contribué à la tuerie à l'Est vont se retrouver devant la justice. Donc, j'insiste encore, je demande à celui qui fait l'intérim du ministre Mutamba de réveiller les procureurs militaires qui avaient déjà les dossiers pour qu'ils se mettent au travail afin que toute personne citée soit entendue par la justice congolaise. Merci beaucoup, M. Nyerere. Voilà, il y a Suleiman One Essai qui vient d'arriver, mais il n'a pas été au début, peut-être qu'il n'a pas suivi ce qui s'est passé. Pourquoi? Obligé de passer à notre sujet du jour. Commençons par l'éducation. L'éducation, l'enseignement. On a fini l'année scolaire 2024-2025. Beaucoup de prouesses au niveau de l'éducation nationale. La ministre a dû conjuguer aussi beaucoup d'efforts. Et puis, aussi des faiblesses. Par exemple, ça se chante partout. Hein. On a clôturé l'année sans bulletin, sans remettre de bulletins aux enfants. Bon, c'est ce qui est aussi, on pense que c'est une faiblesse, mais les invités vont les dire si c'est une faiblesse ou si c'est quoi. Et puis, nous profitons de l'occasion pour évaluer un peu comment l'éducation et l'enseignement en République démocratique du Congo. Je commence avec vous, Suleiman Onese. Quelle appréhension faites-vous de l'année scolaire 2024-2025 et quelles sont les faiblesses que vous avez pu tirer pour permettre aux ministres et aux autres autorités compétentes de pouvoir s'amender? Merci, M. Gustave. Je salue d'abord en entrant de jeu les co-débatteurs qui sont déjà là et je salue aussi les téléspectateurs. Et si vous m'autorisez, je souhaiterais l'anniversaire à mon jeune garçon, à mon fils M. Jean Lunga, qui porte le nom de mon père, et réanniversaire à toi, jeune garçon, prospère. Les militaires là? Non, non, l'autre. Ah, ok. Oui, oui. Celui-là, c'est le général. C'est peut-être celui qui va remplacer la présidence. Ok. D'accord. Ok. À ce qui concerne l'enseignement, bien que nous souhaitons encore les enfants, ce sont les enfants que nous avons mis au monde. Et nous aussi, nous avons eu le temps de passer par cette étape. Mais quand on évalue l'éducation actuelle, ça nous fait un peu de chair de poule. Je vais d'abord arriver à toucher un point que je ne sais pas si c'est comme ça que le régime ou la ministre qui est là, ou c'est le régime qui a opté cette politique, ou si cette politique-là existait, et c'est bon toujours de continuer avec. Vous trouverez que dans notre éducation actuellement, ils nous ont ajouté un cours qui ne nécessite pas beaucoup plus aux Congolais, et on accepte. Quel cours dont je vais faire allusion? Je prends d'abord les cours qu'on appelle éducation à la vie. Les enfants commencent déjà à étudier ça de bas âge. Or, il y a les cours qui sont plus importants, qui semblent être un peu négligés actuellement, qu'on appelle éducation à la citoyenneté ou civisme à l'époque. Vous tous, vous avez étudié cela. Vous remarquerez que dans ces jours, si même aujourd'hui là, il y a beaucoup plus de détournements dans le régime, il y a beaucoup de détournements dans le gouvernement, c'est parce que même à la maison, les enfants ne rappellent pas leurs parents avec les devoirs d'éducation civique et morale. Ce cours-là est beaucoup plus négligé. Les cours qu'on valorise actuellement, qu'on nous a menés par ceux qui aiment beaucoup plus copier l'étranger, c'est l'éducation à la vie. Comment faire les rapports sexuels d'un enfant de bas âge. Au lieu de les apprendre, de nous apprendre comment respecter les biens de l'État, comment respecter les biens d'autrui, comme vous avez appris, nous tous ici nous avons appris cela. Actuellement, il n'y en a pas dans l'éducation. Et on va commencer toujours à observer. Imaginez-vous encore, dans ces jours ici, dans les années passées ici, il y a eu même des repêchages. C'est-à-dire,
Les examens d'État ont repêché, ont proclamé les enfants à 2 reprises. C'est qu'on n'a jamais vu. Il y a eu première session, il y a eu deuxième session. C'est compliqué. Vous trouverez encore dans cette même rubrique de l'enseignement, je suis encore dans l'enseignement primaire. Allez-y. Parce que dans l'enseignement primaire, c'est ça même la fondation et la base, primaire et secondaire. Si primaire, secondaire n'est pas prise beaucoup plus en compte, je ne vois pas à quoi sert l'université. Vous trouverez que dans des écoles primaires, chez nous ici, depuis qu'on nous a parlé que nos 145 territoires, c'est pour aller construire 1 ou 2 écoles, vous regardez la population des élèves qui sont là-bas, vous trouverez que le nombre d'écoles ne correspond pas à une bonne éducation. Vous trouverez, même dans des salles de classe, il n'y a pas de bancs. Et certainement que non, on nous a dit que non, il y a gratuité. Oui, cette gratuité-là, c'est de quelle manière qu'ils sont en train d'enseigner. Vous trouvez dans une salle de classe, je reconnais, j'ai étudié dans une école de frères de la charité à Lusambo, c'était 50 au maximum dans la salle. Mais actuellement, vous trouverez que les élèves sont au nombre de 100 dans une même salle en première. Vous trouverez qu'ils sont même au nombre de 80 ou combien. Mais ils sont assis où? Par terre. Et c'est comme ça qu'ils vont continuer à étudier. Comment les élèves, comment les enseignants vont bien maîtriser les élèves dans la salle et ils vont assimiler les cours comment. C'est encore un problème. Et aller un peu plus loin avec l'actuel ministre, que voilà jusqu'aujourd'hui, son nom pose problème même pour les élèves. Et vous trouverez que non, aujourd'hui, si vous posez les élèves finalistes, les noms de votre ministre de l'éducation, c'est qui? Il y a les autres qui vont échouer. Et je ne parle pas seulement de la ville province de Kinshasa. Quand on parle de l'éducation, c'est l'éducation nationale, même dans des fins fonds. Les noms d'abord posent problème, la ministre ne se fait pas sentir, et aller un peu plus loin. Les téléspectateurs avec moi ensemble, si je suis arrivé en retard, c'est pour aller vérifier. Hier, j'ai vérifié d'abord moi-même, j'ai vu les enfants n'ont pas de bulletins. Alors, comment est-ce que les parents, à leur niveau, vont commencer à suivre l'évolution des enfants? C'est sur base de bulletins. Pendant les vacances, même pendant la première session, qu'on proclame l'enfant. On va commencer à dire non, l'enfant ici n'est pas fort en mathématiques. Et si les parents maîtrisent au moins la mathématique, ou soit il peut prendre un enseignant pour enseigner, on ne connaît pas. Quand on proclame, c'est seulement sur le papier et si verbalement. Et depuis le début de l'année, c'est quel programme là que la ministre nous a fait? Depuis le début de l'année, pendant 10 mois que les cours existent dans les écoles primaires et secondaires, nous avons fait déjà 10 mois sur 10 sans bulletin. Je ne sais pas. Si l'enfant veut voyager, aller ailleurs, étudier, il va partir avec quoi? Et si l'enfant veut être aussi suivi par ses parents, parce que dans le bulletin, au moment où vous avez étudié, et au moment où l'éducation normale, il y avait des ministres qui prenaient l'éducation en charge avec volonté. Et c'était à l'époque, je me rappelle, c'était les ministres qui vivaient ici au Congo et congolais, et non pas les ministres qui sont venus d'ailleurs, qui nous amènent les programmes d'ailleurs. Non. Alors, je continue, je vais terminer par là. Prenez que, à l'époque, dans le bulletin, vous avez beaucoup parlé, moi je n'ai pas beaucoup parlé. Allez-y. Dans les bulletins, dans les bulletins là-bas, il y avait même des cotations. Là, on mentionnait médiocre, on mentionnait très bien, et ainsi de suite, ou excellent. Mais quand les bulletins, s'il vous plaît, non, on ne donne pas les bulletins seulement à la fin de l'année. C'est faux. Les bulletins, on donne dès le début de l'année, quand on commence à proclamer, l'enfant, les parents connaissent, voient que non, est-ce que mon enfant s'applique bien? Est-ce que mon enfant se conduit, se comporte bien pour les conduites? C'est bien. Et qu'on ait aussi donné la discipline à l'enfant. Et on reviendra pour les forces, les prouesses réalisées. Il faut aussi il faut le dire. Alors, je viens à vous, Clophas Nyumunyere, d'abord. Vous avez suivi ONEHC et puis vous-même, vous avez des enfants, vous avez suivi aussi le déroulement de l'année, comment les enfants ont étudié, quelles sont vos critiques sur tout ce qui s'est passé pendant l'année. Des faiblesses d'abord, et puis on va revenir pour les forces ou les points positifs.
Merci, M. Gustave. Moi, je pensais commencer par les forces parce que, vous savez, c'est quand on énumère les forces qu'on pourra voir les faiblesses. Et si vous m'autorisez, mais comme vous me demandez qu'on parle... par les faiblesses. Oui. Comme vous me demandez de parler de faiblesses... S'il y en a pas, bon. Comme vous me demandez de parler de faiblesses, je voudrais d'abord dire que l'éducation est une affaire de tout Congolais. Parce que nous sommes tous parents et nous devons plus veiller à l'éducation. Et l'éducation est un domaine très complexe. Et parce que l'éducation va de l'école primaire aux humanités et à un ça continue. Et je voudrais dire qu'à ce jour, si moi il faudra que je parle de ça, contrairement à ce que... Même les forces, hein, vous pouvez les évoquer directement. Oui, je voudrais dire que parce que vous savez qu'on a commencé cette année avec des multiples mouvements de grève. Personne ne s'attendait que cette année pouvait aller jusqu'à la fin. Commençons par là. Ça, c'est une force que nous devons reconnaître. Parce qu'il y a eu à peu près un mois, à moins que je me trompe, des grèves. Et que les gens disaient c'est fini, nous allons connaître une année blanche. Mais hélas, Dieu merci, aujourd'hui, on a clôturé l'année. C'est la force que nous pouvons reconnaître dans les fiefs des dirigeants de l'enseignement primaire et secondaire. La deuxième chose que nous pouvons reconnaître ici est que ce ministère de l'enseignement primaire et secondaire a fait un effort pour faire passer les examens d'État dans les territoires occupés par la rébellion. Et ça, c'est une force que nous ne pouvons pas minimiser parce que personne ne s'attendait pas que ces enfants-là, du territoire occupé, pouvaient passer leurs examens d'État. Et là, même les enseignants sont payés. Oui, là nous disons bravo et nous les encourageons et nous pensons que le gouvernement a fait un bon travail et nous disons bravo au gouvernement. Et la troisième force est la dernière parce que les faiblesses dominent plus que les forces. Et la troisième force et la dernière est qu'aujourd'hui on a respecté de clôturer à la date du 2 comme ça a toujours été prévu, malgré ces retards que nous avions connus. Mais là je vais emboîter les pas. Vous parlez du respect du calendrier. Mais laissez-moi emboîter les pas maintenant à ONES, mais pas pour marteler davantage comme lui, mais plutôt pour relever certaines faiblesses que moi j'ai constatées. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Le ministère, je ne parle pas de la dame ministre, le ministère de l'enseignement devrait penser que nécessairement il fallait disponibiliser le bulletin pour les enfants à la fin de l'année. Mais j'ai suivi l'un des responsables sur une chaîne locale qui disait que le problème qui est arrivé est qu'on avait déjà imprimé des tonnes et des tonnes de bulletins, mais avec l'entête qui est différente de l'actuelle appellation du ministère de l'Éducation. Et c'est ce qui fait qu'on ne sait plus encore remettre ces bulletins-là. Mais moi je me dis, est-ce que ces responsables-là, et ces services, il y a un service là qui est habilité à imprimer les bulletins, ça s'appelle il y a un service là. Je me dis, est-ce que ce responsable-là, est-ce qu'il était à la hauteur de son travail? Parce que par le fait qu'il y a eu des bulletins qui ont été imprimés avec l'entête qui ne concordent pas avec l'actuelle appellation de l'enseignement et qu'on puisse éliminer des tonnes et des tonnes de ces bulletins, des conteneurs et des conteneurs, c'est une perte pour la République. Et c'est une lâcheté de la part du gouvernement. Souffrez que je parle comme ça parce que je suis congolais, je suis en droit de dire aussi ce que je sens. Ne me condamnez pas. Donc j'ai dit c'est une faiblesse de la part du gouvernement parce qu'on ne pouvait pas laisser des tonnes et des tonnes garder et à la fin, à 2 semaines de la clôture de l'année scolaire, qu'on puisse dire non parce que les bulletins ont un en-tête comme ça. Non, non. Alors, la deuxième chose que je voudrais aussi condamner dans cette histoire, c'est comme il a dit, nous avons appris à notre époque le cours de civisme. Ce cours-là, Gustave, était très important. Dans ce cours-là, on nous apprenait qu'il y a un bien commun et un bien privé. Mais actuellement, avec la mondialisation, ce cours n'existe plus. Ce cours n'existe plus. C'est ce qui fait que vous allez trouver quelqu'un qui sort, qui trouve un lampadaire placé quelque part, le jeune homme, il le prend. Parce qu'il ne sait pas faire le distinguo entre le bien qui lui revient et le bien qui revient à la société. Et tout ça, nous avons appris ça à l'école.
C'est à partir de l'école qu'on devrait apprendre aux enfants. Attention, quand tu trouves quelque chose à bord de la route, ce n'est pas ton bien. C'est pour la nation. Il ne faut pas prendre. Mais actuellement, on a changé. Et je termine, parce que nous sommes nombreux, je ne vais pas monopoliser la parole comme mon prédécesseur. Il voulait tout avaler parce qu'il est venu en retard. Vraiment, bon, il a toujours été comme ça. Oui. Donc, je voudrais simplement dire, pour terminer, que, écoutez, Gustave, aujourd'hui, nos enfants à nous, ils les apprennent plutôt en français. Mais vous allez voir que dans plusieurs pays, actuellement, on adapte l'enseignement à la langue du coin. Ça pose vraiment problème. Vous savez, le fait que l'enfant vient de Kaseki, où on parle Chiluba. Kaseki, c'est où là? Kaseki, c'est dans les territoires d'Nganajika, dans la province de la Lomami. Ah, d'accord. Et là, on parle Chiluba. Kaseki, c'est mon village. Donc, cet enfant-là, qui vient de ce village-là, et l'enseignant devant l'enfant, il commence à lui parler en français. L'enfant aura difficile d'abord à maîtriser d'abord la langue et à pratiquer ce qu'il a appris. Moi, je crois que le responsable de l'enseignement, qui parle sur la réforme, au lieu de nous amener cette réforme qu'on nous a amenée, qui ne change rien, de parler de 8e, 9e, c'est-à-dire au 7e, 8e, c'est-à-dire quoi? Dans le programme scolaire, il y a toujours des cours en langue nationale. Non. Monsieur Gustave, si vous allez, vous avez votre téléphone qui alors qu'est-ce que vous voulez, qu'on élimine le français? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on élimine le français. Mais j'ai dit, Papa Gustave, vous savez que je peux être avec vous ici. Si je n'ai pas eu le temps de bien lire la grammaire dans le bas âge, j'aurais difficile à sortir ce que je pense dans ma tête. Et donc? Et je voudrais dire que, c'est-à-dire, de la manière dont la personne pense, la personne peut manquer de transmettre ce qu'elle a conçu comme idée par le fait qu'il a difficile à joindre la grammaire et la conjugaison. Donc, je termine par dire, nous pensons que la réforme de l'enseignement nécessite encore beaucoup de choses. Et cette histoire du cours qu'il a parlé, où les enfants apprennent à connaître les sexes de le bas âge, je ne suis pas d'accord avec cette histoire-là. Je crois qu'il faut tenir compte aussi de l'éducation. Et enfin, le Congo, c'est notre pays. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais nous disons que la dame ministre actuelle n'a pas bien servi la République. Merci beaucoup, Monsieur Cléophas. Alors, Marie-Claire, vous avez suivi les autres, mais aussi les faiblesses, les forces. Apparemment, vous n'avez pas de faiblesses, hein? Vous n'avez que des forces que vous allez vanter sur l'éducation cette année. Non, non, ce n'est pas ça le cas. Pourquoi avoir que des forces quand il y a aussi des faiblesses? Mes collègues, les co-débatteurs qui ont commencé, ils ont bien parlé de faiblesses qui sont réelles. Même Suleiman. Qui sont factuelles. Bien sûr, Suleiman aussi, hein, aussi longtemps qu'il dit des choses qui sont factuelles, on les encourage, on ne refuse pas. Donc, ici, il faut avouer, pour moi, juste, j'aimerais faire, pour ne pas faire la redondance sur ce qui a été déjà dit, mais j'aimerais aussi saisir cette opportunité-là pour dire, il faudra que les réformes dans ce qui concerne les contenus de l'éducation puissent pouvoir s'inspirer des réalités de notre contexte. Donc, on ne peut pas apprendre des choses sans parler de nous. Nos enfants, dès les bas âges, doivent connaître notre histoire. L'histoire est capitale. Et avec l'histoire, ils apprendront toutes ces dimensions qui existent. Moi, par exemple, je prendrai l'exemple de moi. J'ai étudié dans ce pays. J'ai étudié au moment où on étudiait encore en langue nationale, à l'école primaire. Ce qu'il a parlé ici. On apprenait les Chiluba, les Swahili, les Lingala à l'école primaire. Et puis ensuite, le français venait au fur et à mesure qu'on grandissait. Ça, c'est quelque chose
capital parce qu'on apprend dans la langue qu'on a appris depuis l'enfance et on fait des liens avec le français, on continue. J'ai appris assez et je suis allée à l'université dans ce pays. J'ai fait l'humanité dans ces pays. Je suis sortie de ce pays comme étant un expatrié, un professionnel international pour aller et revenir dans ce pays et apprendre de l'histoire de la sauvegarde de l'intégrité de mon pays. Il n'y a pas 3 ans, dans une conférence ici au CEPAS, de la part du professeur émérite Isidore Ndaiwel. À la fin de cette conférence, je lui ai posé la question. Moi qui étudie, hein, si moi je dois venir apprendre l'histoire de mon pays ici aujourd'hui, qu'en est-il de ma sœur, de ma compatriote qui n'a pas eu accès à l'éducation? Et il y en a beaucoup. Donc c'est vraiment capital, surtout par rapport à notre situation géostratégique, aux intérêts qu'on suscite dans le monde et ces envies qui nous font exploiter ou alors cible, proie du monde entier, que nous sommes aujourd'hui en train de s'en sortir. On doit apprendre ça. On doit même chanter ça dans les nursery rhymes, comme les Anglais disent, les cantines ou cantiques, je ne sais pas, comptines aux enfants pendant qu'ils sont même encore au sein de leur mère. Ça, c'est quelque chose que l'éducation devra apprendre et j'aimerais vraiment que la réforme ou la renaissance du Congo tienne compte de l'éducation au centre pour pouvoir investir sur ça. Le civisme doit rentrer et l'ONES a très bien dit. Les détournements que nous envisageons aujourd'hui, qui est devenu fait normal. Et même celui qui détourne, il suscite la compassion de tout le monde derrière lui pour dire non, il est pour moi, il est de notre... Ça, ce n'est pas acceptable. Si on veut avoir tolérance zéro, il faudra qu'on l'inculque à nos enfants depuis le bas âge et l'éducation est vraiment centrale. Pour ne pas prendre aussi trop longtemps, parce que nous sommes nombreux, il y a un colloque qui est venu aussi nous ajouter, il faudra dire que pour moi, vraiment l'éducation, c'est il permet qu'on nous puisse nous doter avec de pouvoirs, de soft power. C'est au départ de l'éducation qu'on peut aussi vraiment instaurer la culture, notre culture, instaurer la façon de faire du tourisme et diversifier. Par exemple, le sport a une grande place un grand potentiel dans notre pays. Mais on n'investit pas dans toutes ces autres activités connexes pour pouvoir diversifier. Quand on parle diversifier l'économie, l'éducation commence avec ça. Permet aux gens de former les plombiers qui seront congolais. On n'a pas besoin de construire un château et de demander aux Turcs de venir faire la plomberie. Il faut que toutes ces dimensions de l'éducation à différents niveaux soient vraiment adoptées à notre contexte et à nos besoins et les réformes au niveau primaire, secondaire et supérieur devront prendre compte de cela. Merci beaucoup, Marie-Claire. Professeur Dadi Saleh, quelle est votre critique sur l'éducation? Vous avez compris que nous faisons les faiblesses, les forces, s'il y en a, et puis possibilité de projeter l'avenir, le faire directement parce que le temps est parti. Oui, c'est un très grand sujet. Je suis professionnel en ça, ce qui fait que je vais essayer de ramasser 2-3 points, ça pourra se développer. Je pense qu'on félicite d'abord le fait qu'on a eu plus de 2 300 000 enfants qui ont passé les examens en 6e, ce qui est très bien, et surtout dans des zones effectivement occupées par des rebelles, ça c'est quand même un bon point. Nous avons eu une proclamation le 2 juillet, tout le monde savait que ça devait être le 2 juillet, avec beaucoup de faiblesse bien sûr, mais il y a eu quand même proclamation. C'est que effectivement mes enfants n'ont pas eu de bulletin, ils sont rentrés, ils disent on a réussi. Vous avez réussi, c'est-à-dire quoi? Ah ok, ils me donnent le pourcentage, mais c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça fait? Bon, rien. Donc, mais de toutes les façons, il faut relativiser parce qu'en sortant des Goma, ça va, mes enfants sont venus avec 2 bulletins. Ça va, bien sûr, la première, deuxième, etc., période, etc. Mais c'est la continuité des problèmes parce que théoriquement, les bulletins, ça se conçoit dès le départ jusqu'à la fin, même si à la fin, on sait qu'il y a maintenant les diplômes propres, ok, qu'on donne. Donc, de toutes les façons, c'est une faiblesse, mais
Mes enfants sont venus à Kinshasa avec des bulletins de leur école sans beaucoup de problèmes. Alors, rapidement, je pense effectivement qu'on a des problèmes structurels, on a des problèmes aussi un peu opérationnels. Le premier vrai problème, pour ramasser un peu ce que j'ai entendu, c'est que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on applaudit certaines personnes quand certaines personnes ne prennent pas le courage de faire une révolution, effectivement, de notre éducation. Et c'est ça le problème. Nous avons été mal éduqués parce que nous ne sommes que des applaudisseurs. Et quand vous dites quelque chose pour que les gens améliorent, ils vous disent que vous êtes opposant. C'est pas possible. Parce que exactement, nous avons eu une mauvaise éducation de Belges. Ça va sciemment parce qu'on dit pour détruire une nation, il faut détruire son éducation. Et c'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo et en Afrique globalement. Mais maintenant que théoriquement on a fêté le 30 juin, on est supposé être indépendant, mais on n'a pas de dirigeants globalement qui font la vraie révolution de l'éducation. Tous les programmes que nous avons globalement, c'est encore le programme belge. On n'a pas un vrai programme qui intègre... comme ce qu'on a dit et tous nos compatriotes, nos vrais éléments de base, il n'y en a pas. Et pourtant, nous les savons et nous sommes capables d'y travailler très rapidement. Alors, que fait les gouvernements par rapport à l'éducation? Donc, nous sommes un peu en train de tourner dans les cercles vicieux de la mauvaise éducation. Ça, c'est la décision, excusez-moi, parce que ma petite bouche parfois me fait défaut, c'est le travail du président de la République. Ce n'est pas le travail de la ministre de l'Éducation, parce que c'est la vision. Celui qui donne la vision de l'éducation, c'est le président de la République. Et je pense que la vision... le discours, programme du président, pas besoin, vous avez trouvé qu'il n'y a aucune vision donnée là-bas? Je n'ai aucun besoin d'un discours. C'est ça la différence. Non, mais dans le discours programme, s'il vous plaît, professeur. Oui, je suis d'accord. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous avez vérifié dans le discours programme du président, vous avez trouvé aucune vision sur l'éducation? Je vous précise, entre les discours et l'application, le professeur Dr Dadi Saleh est clair. Je n'ai besoin d'aucun programme, ça va? Je n'ai besoin d'aucun discours. J'ai besoin de l'application, de la révolution de notre éducation et du suivi de cette révolution. On est tous d'accord ici qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de vrai changement. S'il vous plaît, professeur. Oui. Ce qu'il faut rappeler, oui, c'est que voilà, en venant, j'ai lu le programme du président. Je vous précise. Lorsqu'il a peut-être prêté serment, tout ça, j'ai vu qu'il n'y a rien de vision. Mais dire seulement qu'il n'y a pas de vision... Je précise, il y a des visions, mais qui n'est pas appliquée. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la vision. Je suis clair. Là, alors, faut dire il y a des visions. Le gouvernement n'a pas appliqué la vision du chef. Je répète, effectivement, alors il devait les chasser le plus rapidement possible. S'il ne les chasse pas, ce n'est pas mon problème. Alors, excusez-moi un peu de clôturer rapidement. S'il ne les chasse pas, ce n'est pas mon problème. Vous avez une vision. Vous mettez un gouvernement qui ne fait pas votre vision. Pourquoi vous gardez ces gouvernements? Mais ce n'est pas possible. On doit être un peu plus sérieux dans ce pays. On ne nous a pas appris à être stratège. Ça va? Toute l'éducation des Congolais, on ne comprend pas c'est quoi la stratégie. Dès le bas âge. C'est-à-dire effectivement que mes chers aînés, mes chers collègues l'ont si bien dit, mais la corruption gangrène. Je ne sais pas, vous avez étudié ou j'ai aussi étudié au Congo, mais écoutez, c'est nous qui sommes corrompus. Mais malheureusement, nous continuons à perpétuer cela avec nos enfants, avec la mauvaise... Nous avons été mal éduqués. Nous ne tirons pas attention au bien de la communauté. C'est nous d'abord, excusez-moi, honorables. Ce ne sont pas nos enfants le vrai problème pour l'instant. C'est nous d'abord qui avons été mal éduqués et que effectivement stratégiquement notre réflexion est trop peu. Il faut une révolution de l'éducation, je viens de les répéter. Ce qui fait la révolution de l'éducation, c'est totalement refaire le programme, ça va, de l'éducation en commençant par l'école primaire, maternelle, primaire, universitaire. Nous avons eu les curricula au niveau universitaire où je suis dans une des commissions avec le management, avec notre maître professeur Saman. Eh bien, on n'a jamais fait le vrai travail. On devait changer les curricula par rapport au LM2. Mais le curricula n'est pas changé. C'est-à-dire que nous faisons pratiquement... Je suis professeur, je sais de quoi je parle. Et c'est triste, il n'y a pas de moyens. Non, 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 non. C'est-à-dire effectivement que nous continuons pratiquement avec le même cours, vous comprenez? Le même contenu de cours parce qu'il n'y a pas eu de moyens pour changer. Je précise, je suis dans une commission où nous devrions faire un vrai travail. On n'a jamais fait ce vrai travail. Mais on nous parle de qu'est-ce qu'on fait dans l'éducation. Effectivement, nous retournons au même problème. Merci. Donc, s'il vous plaît, pour ma conclusion, je pense que l'éducation, c'est un point crucial.
On ne peut pas blaguer avec une éducation parce que vous avez bien compris, comme je viens de le dire, on ne nous a pas appris les aspects stratégiques. Ce qui fait qu'en grande partie, quand je regarde, les gens réfléchissent, ils réfléchissent opérationnel. Ils réfléchissent autorité morale, applaudir quelqu'un qui a eu 20%. Non, moi, d'Addis Saleh, j'ai dit, vous avez eu 20%. Je ne peux pas vous applaudir parce que vous devriez avoir 60 à 80%. Mais on applaudit des gens, on dit, non, vous voyez là quand même commencer comme vous venez de le dire. Vous-même, vous avez fait cette expérience. Non, ils ont commencé. Non, vous aurez des gens qui commenceront toujours sans avoir fini. Prenons par exemple la gratuité de l'enseignement. Vous avez dit, vous concluez. Ben oui, la gratuité de l'enseignement, rapidement. Tout le monde connaît effectivement les problèmes de la gratuité de l'enseignement. Mais ce sont des pistes et des solutions qui sont faisables, comme je l'ai dit, c'est mon domaine. N'est-ce pas? Merci. Et que peut-être qu'on aura encore plus de temps. La gratuité de l'enseignement jusque-là pose des sérieux problèmes, j'encourage, mais il faudra franchement qu'on soit un peu plus sérieux, qu'on comprenne l'importance de la gratuité. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Alors, je termine ce dossier avec Van Mukendi qui vient de nous rejoindre. Van, prochainement, il ne faut pas venir en retard, hein. Nous nous battons pour que les 90 minutes qui nous sont accordées soient respectées et pour nous permettre de bien traiter toutes les thématiques qui sont retenues. Alors, vous venez au moment où nous parlons de l'éducation, les faiblesses, les forces et projeter l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement. Merci pour la parole. Je présente premièrement mes excuses à tous les téléspectateurs de la grande chaîne nationale. Voilà, par rapport à la question posée, il faut retenir deux éléments importants. Côté faiblesse, vous voyez que les débuts de la gratuité de l'enseignement, je pense qu'il était piloté par M. Willy Bakonga Willima, que je salue aussi en passant, un homme qui avait vraiment l'intention, c'est lui qui avait les vraies valeurs, les au pluriel, les vraies valeurs tshisekidistes pour amener ou apporter un plus dans les systèmes éducatifs actuels. Vous savez, ma demande aussi, avant que j'entre en profondeur de ces points, vous savez, il est aussi important, cette fois-ci, à la sortie du gouvernement, qu'on ne prenne pas les membres de la famille d'un président, d'un parti politique ou d'un regroupement, mais qu'on prenne des personnes qui sont vertébrées en matière. Prendre des personnes habilitées, ceux qui ont de la connaissance, la méritocratie doit être vraiment en premier lieu. Vous savez, dans notre système éducatif actuel, pose sérieux problèmes, des sérieux problèmes. Ça, il faut que je précise devant ceux qui me suivent maintenant. Je commence par les points qui concernent la gratuité de l'enseignement. La gratuité est effective. Les problèmes, c'est parce que dans notre pays, il y a la jalousie. La personne qui avait commencé la gratuité, il fallait lui laisser le temps, aller avec son esprit managérial jusqu'à la fin. Là, on allait quand même gagner quelque chose parce que je tiens ici à préciser que Willy Bakonga, c'est un pionnier de la gratuité de l'enseignement qui a vraiment, qui incarne sous l'impulsion. Je parle de lui pourquoi? Parce que oui. Willy Bakonga a déjà fait sa part, il est parti. Après Willy, il y a eu Tony Mwaba, il y a maintenant Madame Malou. Oui. Alors, revenir très bien, vous avez bien posé la question. Willy Bakonga. Vous pouvez parler de personnes outillées, arrive au ministère. Sans citer le nom. D'accord. Il arrive au ministère, il a supprimé. Vous savez que jadis, pour que l'enfant retire son diplôme à l'inspection, il fallait payer quelque chose à l'inspection générale. Mais lorsque lui arrive au pouvoir, il a supprimé ça. Les frais de numérisation. Aujourd'hui, je vous informe que les parents d'élèves des 6e années payent les frais de numérisation 9 000 francs congolais. Ce sont des faiblesses ou bien ce sont des faiblesses. Alors. Pourquoi amener les parents à ces points? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une manière de combattre la gratuité. 9 000 francs des School App. School App. School App, c'est une organisation interne dont on a confié à ces structures de numériser les enfants en payant 9 000 francs. Chaque élève paye aujourd'hui 9 000 francs. Et dans des inspections professionnelles, on insiste pour que les élèves payent les 9 000 francs. Ça, c'est un. Deuxième élément, qu'on puisse suspendre les NAFEP.
personnellement. ENAFEP. Donc ça c'est votre souhait. ENAFEP, jadis on l'appelait TENAFEP, le test national de fin d'études primaires. Vous savez, personnellement, j'ai essayé un peu de circuler dans certains centres. Non, c'est gravissime. Vous allez sentir que la légèreté parce que il n'y a rien. Aujourd'hui, qu'on donne cette possibilité, qu'on puisse donner la possibilité à ceux qui sont en 8e, TENASOSP. Parce qu'avec les TENASOSP, on aide l'enfant à comprendre ce qui peut être demain. Aujourd'hui, tous les parents, même les profs qui me suivent, il est professeur à l'université, il ne peut jamais ignorer que si selon lui, son enfant, il va chercher à ce que son enfant devienne au moins magistrat ou docteur. Mais qui vont faire l'entrepreneuriat? Alors qu'il y a des sections maroquinerie, il y a la maroquinerie, il y a la section théâtre, il y a la section musique, il y a la section agronomie. À l'examen d'État, la section pédagogie maternelle, on n'en parle pas. Il y a des sections qui sont aujourd'hui dévalorisées par rapport à notre système. Il faut une réforme au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et pour qu'il y ait cette réforme, il faut qu'il y ait un vertébré qui va s'assumer. J'en arrive. Du côté... la force et les prouesses. Force après, aidez-moi. Je me suis toujours posé cette question. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Diego Cao. Est-ce qu'il était seul? Est-ce que Diego Cao, comment il a su que c'est là l'embouchure du fleuve Congo? On doit révisiter notre programme national. Oh, l'Empire Songhai. Ça sert à quoi? La Révolution française. Quand est-ce que les Français vont étudier la guerre de l'Est? Qu'on mette dans notre programme actuel, n'est-ce pas, la guerre de l'Est. À partir de septembre de cette année 2025, les élèves doivent commencer à étudier, n'est-ce pas, la guerre de l'Est. On doit inculquer dans nos têtes que les Rwandais sont nos agresseurs. Ils doivent savoir que ce sont nos agresseurs éternels. Moi, je ne peux pas avoir pitié des Rwandais. On peut se battre et puis se réconcilier. Non. Ici, avec tout ce qu'ils ont commis dans ces pays, il n'y a pas question de réconcilier avec les Rwandais. Ici, même l'enfant d'un mois doit savoir que le Rwanda... c'est selon vous ou bien... Alors, réforme. Vous savez... S'il vous plaît, Van. Oui. Ça, c'est selon vous ou bien... Vous avez parlé ça vous engage? Bon, c'est mon souhait. Oui, c'est mon souhait. Il faut le dire que c'est votre souhait. J'arrive. Vous savez, aujourd'hui, s'il vous plaît, les élèves font la section scientifique. S'il vous plaît, oui. il faut rectifier les choses. Il y a des Rwandais qui se sont mariés aux Congolais. Alors, vous ne pouvez pas dire ça. Le langage de haine, non. On peut en tout cas, moi, avec un Rwandais... On peut se combattre, mais se réconcilier et avancer. Bon, on avance. Je donne un exemple. Ouais. La section scientifique. Ouais. La plupart, le programme actuel est squelettique. Rapidement, pour terminer. Le programme actuel est squelettique. Les élèves apprennent la cellule. La cellule est l'unité fondamentale de tout être vivant. Est-ce que les élèves voient quand même la cellule en question? Non. Il faut réviser le programme national. Les cours de géographie en première humanité. Vous comprenez? Il faut revoir le nombre d'heures de cours de géographie en première et en deuxième. Les cours SM, je vais finir. S'il vous plaît. Aidez-moi. Il faut une émission élaborée. D'accord. Les cours d'SM, prof. Aujourd'hui, pourquoi il y a toujours les problèmes de détournement? Pourquoi il y a le problème qui touche les Congolais? Parce qu'on n'a pas le sens du patriotisme. Et il faut apprendre aux enfants le patriotisme dès le bas âge, à l'école secondaire. Merci. Donner au cours des SEM une pondération assez élevée, comme après le cours de français, qu'on donne au cours des SEM. Vous savez que quand vous traversez le Congo-Brazzaville, les élèves qui font les bacs en terminale, ils font les cours d'éducation physique à l'examen d'État. Mais chez nous ici, on prend les cours d'éducation physique qu'on a dû donner depuis l'école primaire. Merci. On supprime ça à l'examen d'État. Il faut revenir avec les cours d'éducation physique. Et en plus... Merci. Merci. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit, je te promets une émission élaborée où vous vantez et vous expliquez les différentes raisons que vous pensez qui doivent être intégrées dans notre éducation nationale. Voilà. On aborde le deuxième sujet. Suivons d'abord cette interview et puis on revient sur ce plateau après 2-3 minutes.
Moi, je pense que j'ai un accord de temps avec ceux-là qui trouvent que cet accord, c'est une vente aux enchères de notre pays. En tout cas, ils se trompent. J'ai même nommé une grande émission, et Tshisekedi doit être appelé comme ça, Tshisekedi Kimia. C'est la paix aujourd'hui. On apprend même si ce n'est pas encore en vigueur, est-ce que vous avez tout appris à l'Est? Tout est calme, tout le monde observe. Pour moi, la paix, c'est... ne pouvait venir que par cet accord. J'espère qu'à l'intérieur, il y a un mécanisme de suivi. Ce n'est pas d'emblée comme ça qu'il faut signer, il faut quitter. Non. Ces gens avaient déjà mis déjà une structure, c'est structuré. C'est pas séquence, c'est séquentiel les retraits. Donc ils quitteront au fur et à mesure. Du moment où on ne sent plus de morts là-bas, c'est qu'on sent qu'il y a déjà de l'avancée. Ça soit lent ou pas, mais ils vont devoir quitter. C'est maintenant que tout le monde, l'unanimité, que ce soit les opposants, que ce soit la société civile, le gouvernement, l'homme de la rue, en tout cas, soyons unis pour buter l'ennemi dehors. La bonne manière de pouvoir buter l'ennemi dehors, c'est s'accorder derrière cet accord ici. Pour moi, c'est dialoguer avec qui? Ce n'est pas après avoir tué les Congolais que vous venez nous dialoguer. Des milliers de morts. Il faut d'abord justifier quand même tuer toute cette population. Il y a eu des millions et des milliers de morts. On va dialoguer avec qui? Je pense que ceux qui n'ont pas, ceux qui ont condamné notre agression, peuvent dialoguer. Mais ceux-là qui ont tué, non. Ceux-là des sentences qui sont déjà tombés un jugement, il faut les respecter. Moi, je ne suis pas dans la ligne de l'Église, non. Mais dialoguer, c'est le mécanisme par lequel il faut créer la paix. Pour moi, je suis d'accord, mais pas avec des mécanismes. J'avais servi d'ailleurs à la rencontre de la République avec M. Fanou. J'avais salué, ils sont des Congolais, ils se connaissent. J'ai salué. Juste personnellement, je l'estime beaucoup. C'est une tête, c'est un financier de formation. Pour moi, je l'estime dans l'expérience. Moi, je pense qu'à l'approcher de tout le monde, derrière ce qui est dit, derrière cet accord, c'est en tout cas se pousser le pays à avancer davantage. Pour moi. Voilà. Merci. On revient sur le plateau. C'était un acteur politique, M. Adrien, qui est président d'un parti qui soutient l'accord, qui pense que les Congolais doivent se mettre ensemble pour soutenir les présidents de la République, soutenir l'accord, ce qui est fait. Comment vous réagissez? Cette fois-ci, c'est avec l'accord qui est déjà signé, on a clamé, on a fait des marches, il y a des déclarations par-ci par-là. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour parvenir à l'application de cet accord? Je commence avec vous, Marie-Claire. Ouais. Merci beaucoup. L'accord est signé et n'est pas la destination. Bon, ce qui est à faire avec l'accord commence dans l'accord lui-même. Par exemple, dans l'accord, il y a un mécanisme de suivi qui devrait faire en sorte que tout ce qui est acquis, ce qui est agréé, par exemple le retrait de Rwandais, la poursuite des FDLR et tout cela, soit effectif. Et nous sommes très contents de voir que le comité de suivi qui sera fait essentiellement par les États-Unis, le garant, le Qatar et l'Union africaine, va devoir se mettre rapidement pour mettre. Ça, c'est la première chose par rapport à l'apport lui-même. Et nous sommes contents de voir qu'hier, déjà, les États-Unis ont nommé le général Kane pour qu'il puisse mettre en œuvre ces comités de suivi par rapport au traquage FDLR. Il a 30 jours. Hein. Il a 30 jours pour ça. C'est ça. Il faut vraiment, ce qu'il faut, c'est cette façon de faire des choses et de les assigner le temps. On sent qu'il y a vraiment l'engagement des États-Unis. Maintenant, la deuxième chose qu'il faudra faire, n'oublions pas ici que c'est l'affaire de Congolais. Et que même si le président a vraiment joué bien pour pouvoir aller chercher ses partenaires, il nous appartient à nous, les Congolais, d'accompagner cette idée-là, en particulier par rapport à la réalité sur terrain. La réalité sur terrain, pour nos frères qui sont encore à Goma, à Bukavu et dans ces territoires, c'est qu'il y a toujours des tueries. Et ici, c'est que les Congolais barrent la route totalement
à ceux qui veulent congoliser l'affaire du Rwanda. Le Rwanda a reconnu dans cet accord que depuis 30 ans, il nous agresse. Et ça, c'est un bon fondement. Mais à ce moment, ici sur terrain, nous avons des gens qui se considèrent congolais, qui se disent qu'eux sont en train d'être là pour lutter contre le tribalisme, contre la dictature, des choses inventées. Alors pour ces gens ici, appel à nos compatriotes de barrer toute route possible et que cette histoire ne soit pas congolisée. Bon, il y a ce qu'on doit faire aussi pour nous ici en tant que Congolais, c'est ce qui est toujours dit. Il faudra que l'armée soit restituée. Mais 3 minutes sont finies, je suis sûre que d'autres personnes appuieront là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Claire. Alors, Cléophas Nyambonyerere, comment vous réagissez l'après-accord? Que faire pour ne pas tomber dans ce qu'on a vu, hein, la résolution 2773 qui donnait beaucoup d'avantages au Congo, mais qui jusque-là traîne à être appliquée? Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'accord? Merci bien, M. Gustave. Je crois que même l'enfant, à la naissance, il ne pose pas les mêmes gestes quand il aura 3 mois. Donc, ça vient progressivement. Je crois qu'il y a eu signature de l'accord, mais il y a des étapes qu'il faut attendre. La première d'abord qu'il faut attendre, c'est la rencontre qui aura lieu le 17, à moins que je me trompe, le 17 juillet, entre Paul Kagame et notre président, autour du président américain. C'est la première chose que nous devons attendre. La deuxième chose est la mise en application de l'accord lui-même. Parce que signer, oui, mais mettre ça en application. Donc, signer en est une chose, mais mettre en application en est une autre. Donc, la troisième chose est que nous, comme madame l'a dit, nous ne devons pas croiser les bras, parce que mes sources m'informent ce matin que les autres ont dit que comme on a encore une trentaine de jours de tractation, ils peuvent avancer et prendre une autre ville, ce que nous ne souhaitons pas. Donc nous pensons que les Congolais que nous sommes, les patriotes que nous sommes, les Ouazalendo que nous sommes, nous devons nous mettre debout pour contrecarrer toute avancée de l'ennemi. Et enfin, pour chiter, j'ai dit que cet accord est une avancée énorme, remarquable, et nous disons bravo au gouvernement de la République pour ne pas abuser de votre temps. Merci. Merci. Et Suleiman, on est ici. D'ailleurs, le débat sur l'accord, toi, tu étais absent, et maintenant l'accord est signé, tu es d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour parvenir à l'application totale, hein, de l'accord? D'abord, l'accord profite à qui? Comme l'accord, si vous regardez bien l'accord, sans esprit d'aller le consort, vous trouverez que non, l'accord profite beaucoup plus au président américain et aux Américains et de lui-même, bien entendu, qui est un monsieur qui fait beaucoup d'affaires. C'est un affairiste avant qu'il arrive au niveau de la politique. Donc il a mené cette idée d'affaires dans notre pays avec le Rwanda. Donc l'applicabilité, moi c'est une chose que depuis tout ce temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était avec vous sur place ici, j'avais demandé, y a-t-il une priorité qui domine sur la résolution des conseils des Nations Unies? Et vous trouvez que non, l'accord vient après. Ce qui domine, c'est les résolutions là, des conseils. Imaginez-vous, Conseil des Nations Unies. Qu'est-ce que vous faites? C'est déjà, s'il vous plaît. Dans mes minutes, attendez, qu'est-ce que vous fait dire que le président Trump a amené ses affaires dans l'accord? Vous pouvez nous montrer une clause où on parle de ces affaires dans l'accord? Si on vient les citer, s'il vous plaît, si on vient les citer ici, c'est parce qu'il s'est ingéré pour notre pays. C'est pourquoi il est cité. Pour donner la paix. Mais je n'arrive pas à comprendre, M. Gustave. Dans des minutes, vous entrez encore. Allez-y. Okay. Mais si vous ne pouvez pas dire des choses qui ne sont pas dans l'accord. On ne peut pas vous laisser dire ça. Savez-vous ce que les peuples congolais attendaient de cet accord? Les peuples congolais voulaient que la résolution de 2773 là soit exécutée. Ok? Et c'est déjà combien de mois nous avons fait sans être exécutés?
et c'est seulement l'accord qu'on viendra faire. Qu'est-ce qui fait que non, les résolutions des conseils nationaux, des conseils de sécurité n'est pas beaucoup plus prises en compte par les Américains, et c'est seulement leur accord où ils font partie. C'est là où ils tirent leurs dividendes. L'accord, c'est entre la RDC et le Rwanda. Là, il faut corriger. C'est entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide de Washington, qui est une grande puissance, pour peut-être faire respecter ça. Merci. Professeur Dadi Saleh, tes minutes sont finies. Vous avez voulu seulement gaspiller des minutes. Professeur Dadi Saleh, qu'est-ce qu'il faut faire après la signature de l'accord? Merci beaucoup. Comme il n'y a pas assez de minutes, j'ai dit que globalement c'est un mauvais accord, globalement, et que quand même, comme c'est déjà signé, je suis congolais, et que nous devons avancer. C'est vrai certes que quand on lit un peu l'accord, on prend le comité de surveillance conjointe, qui est une très mauvaise composition pour nous, parce que déjà, en grande partie, les représentants de l'Union africaine, nous les connaissons. Ce n'est pas quelqu'un qui a œuvré au Obasanjo, je ne me trompe pas, etc. Ils n'ont pas œuvré beaucoup pour l'intérêt du peuple congolais. On connaît... Non, 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 non. Je prends globalement parce qu'il fait partie, ça va, des sages, et il intervient. Oui, toujours. Parmi les 5 sages qu'on a. Exactement. Ouais. Donc, on a aussi les Qatar qui a longtemps travaillé avec le Rwanda, qui n'a pas un grand intérêt avec la République démocratique du Congo. On parle de l'accord. Oui, effectivement. Je parle de la surveillance. Vous m'avez posé la question de l'après. L'après parle point 7, mise en œuvre et règlement des différends. Ouais. Les comités de surveillance conjointe, qui est composé du Rwanda et de la République démocratique du Congo et du facilitateur. Je lis. Et du facilitateur de l'Union africaine, parce que les gens n'ont pas lu. Les gens parlent des histoires sans avoir lu. Et avec les Qatar, ça c'est le point A, et avec les États-Unis, un point entrée. Même si en bas on dit on peut mettre aussi d'autres participants. Mais c'est ça, vous avez dit, après l'accord. L'accord sera géré effectivement par ces comités des sages. Ça va, en grande partie. Bien sûr, et que les gens se trompent, on dit, dans cet accord que j'ai lu intégralement, parce que j'attends toujours l'accord signé, j'espère que ça c'est le vrai, ça va, parce qu'on ne sait pas, je pense que c'est le vrai. Donc, nous savons... On l'a remis au président. Exactement, on ne l'a pas encore, donc on pense que dans les réseaux, ça va, c'est le vrai que j'ai devant moi. Nous pensons effectivement que le vrai accord que nous avons, on parle plus des FDLR, ça va, qui n'est pas la vraie question, et je pense que certains de nos ministres en parlent. Ça va. Nous disons, certaines personnes parlent des intentions plutôt que lire l'accord. L'accord ne parle que des FDLR du mauvais motif, effectivement. Je m'excuse, cher honorable. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas dans l'accord. Dans l'accord, la République démocratique du Congo gagne quoi exactement? Parce que nous devons effectivement éliminer pratiquement les FDLR, c'est la priorité, et que ces mesures défensives du Rwanda qui ne sont pas claires, qui sont dans CONOPS, okay, mais qui ne sont pas clairs, c'est-à-dire que le Rwanda a encore le droit de rester en République démocratique du Congo jusqu'à ce que, exactement, les, entre guillemets, FDLR qu'on ne connaît pas, ça va, parce que tout le monde est d'accord qu'il n'existe presque plus, à part la création du Rwanda des FDLR. Okay. Merci. Donc, je pense effectivement, c'est clair. J'ai dit que ici, la chose la plus importante, c'est que le président de la République puisse comprendre que c'est un accord qui n'est pas très bon pour nous, qui puisse renforcer les Wazalendo, c'est-à-dire la philosophie de Kojitegemea, aussi, qu'on puisse être capable de se battre une fois pour tous, qu'on puisse déclarer la guerre et l'armée et les renseignements. C'est tout ce qu'il devait faire, tout ceci, ce n'est que des histoires qui ne nous avantagent pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord globalement. Si vous êtes associé pour y contribuer? Je contribue déjà, j'ai dit on est obligé, mais là il faut faire un bon travail. On termine avec Van. Van, quelles sont vos appréhensions? Je remercie tous les Congolais parce que les mardis, excusez-moi, avec mon parti politique CODEP, nous étions là en cours de route pour soutenir l'accord. On a commencé de la première illimitée jusqu'au palais du peuple, aller jusqu'au niveau de l'ambassade. L'accord, c'est vraiment un élément important pour nous les Congolais. Les dénominateurs qu'on met dans cet accord, c'est la paix. Ça, il faut savoir. Notre dénominateur commun, c'est la paix. Nous voulons d'abord récupérer tous nos territoires occupés par les agresseurs rwandais. C'est d'abord ça le problème. Et en dehors de ça, vous savez, lorsqu'il y a la paix dans un pays, il y a des progrès significatifs qui vont se présenter, manifester. Il y a les investisseurs qui viendront, il y aura beaucoup des investisseurs qui viendront pour éliminer les chômage dans notre pays. Alors, ce qu'a dit les profs, je pense que tous les Congolais qui me suivent maintenant sont vraiment d'accord pour soutenir cet accord signé entre la RDC et le Rwanda par rapport, en fait,
par entremise des États-Unis. Alors, est-ce que c'est par une marche, comme vous l'avez fait, qu'il faut soutenir l'accord? Nous soutenons, il y a beaucoup d'éléments prouvent. D'abord, la marche a prouvé au monde entier que la RDC est d'accord avec cet accord. Merci. Alors, Marie-Claire, on termine avec vous. 1 minute. Assez rapidement. Je gère bien assez rapidement. Interrompu assez rapidement. Non, j'aimerais bien sûr, utiliser cette minute juste pour rassurer le peuple congolais, soyez rassurés. L'accord de paix, c'est un accord qui s'est fait par négociation. C'est-à-dire, on est devant un ennemi qui n'a jamais avoué qu'il nous a agressés pendant 30 ans et qui aujourd'hui est forcé de reconnaître. Et donc, on doit négocier. Dans la négociation, il y a la notion de compromis. Il y a des choses qu'on compromet. Et des concessions. J'aimerais rassurer ici le professeur que dans cet accord, la base, si vous connaissez le système anglophone, vous comprendrez que l'introduction même de l'accord, il se met sur la base de la résolution 2773 et des CONOPS de Luanda, qui est un document militaire-politique qui décrit comment tacler le FDLR. Ces deux possibilités dans ce raccord renforcent toutes les craintes qu'on a aujourd'hui pour rassurer aux Congolais que cet accord, c'est lui qui va permettre maintenant aux garants de pouvoir rendre effectif les choses qui sont dites dedans. 2773 a été signé depuis 21. Il n'a pas été exécuté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un il dépend de la bonne volonté de Kagame de retirer les gens. C'est ça, comme ça, avec beaucoup de résolutions des Nations Unies. Et là, maintenant, avec cet accord, on a un garant qui va exiger 1, 2, 3, et il faudra qu'on reconnaisse sa place, même si on ne veut pas être pour les États-Unis. Marie-Claire, je complète en disant qu'avec la nomination du général Cahen, ça prouve que les États-Unis sont vraiment engagés à faire respecter l'accord, de gré ou de force, parce que les Rwandais se sont toujours disculpés avec des mensonges, mais cette fois-ci, l'accord signé pour remettre la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est 12 h juste, c'est la fin de l'émission. Merci à Marie-Claire, merci à Clofa Sinyambonyerere, merci au professeur Dadi Saleh, merci à Suleiman One Hesse, merci à Van Mukendi, merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.